La transition écologique est principalement portée par les femmes et beaucoup de femmes sont brisées dans leur élan par la charge mentale. Je n'ai pas le temps, je dois m'occuper de l'intendance domestique, je dois. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé et à votre santé sexuelle tous les mardis avec Nadia El Bouga qui est avec nous. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sage-femme et sexologue clinicienne. On va parler d'un sujet très important. On approche du mois de Ramadan et c'est vrai que on va parler ce matin de la charge mentale et que pendant le mois de Ramadan, la charge mentale, elle augmente sur les épaules des femmes. Notre invitée aujourd'hui s'appelle Patricia Mignone. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe, bonjour Nadia. Bonjour. Vous me reprendrez sur la présentation. Vous êtes écoféministe, nomade digitale, coach, formatrice pour adultes, microsociologue autodidacte et créatrice de l'approche Femme debout. Exact. Est-ce que c'est vous tout ça? Et vous Tout à fait écrivez ça. La charge mentale des femmes de l'effondrement au sens. Un mot sur l'éditeur belge d'ailleurs, puisque vous êtes belge. Éditeur belge, oui. Qui s'appelle comment votre éditeur? Guérilla Publishers. Voilà. Un éditeur belge. Bien. Comment l'usage définit-il la charge mentale? Comme le fait pour une femme de penser à tout pour tout le monde au sein de la famille. Alors, L'usage. Après, on verra les... Oui, l'usage. voilà, ça c'est comme vous dites, la définition canonique et dogmatique. Voilà, c'est ça. Mais quelle est la vôtre pour le coup? La mienne, elle est basée sur des dialogues avec des centaines de femmes Oui. qui m'ont permis de nuancer la définition. Et donc, j'ai extrait de ces dialogues et j'ai mis tout ça en écho avec mes connaissances, mes recherches, mes centres d'intérêt, pour me rendre compte que la charge mentale, c'est un ensemble de contraintes qu'on s'impose à soi-même au nom de normes extérieures. Alors, on va commencer par les questions qui fâchent. Pourquoi est-ce que dans votre livre, mais excusez-moi Nadia, vous vous êtes simplement concentré et limité à l'étude de la charge mentale des femmes? Non, je peux cadrer et ça ne va pas fâcher. C'est parce que je suis écoféministe, vous avez bien fait de le dire, Philippe. Et je m'en suis rendu compte, c'est connu que la transition est principalement portée par les femmes. La transition écologique. La transition écologique est principalement portée par les femmes. Et que et donc c'est un élan... Mais quel lien? Entre quoi? Entre justement la charge mentale, parce que c'est ça l'angle intéressant de votre livre. Ah mais j'y viens. Ouais. Elle déroule. Oui, je déroule. La transition écologique est principalement portée par les femmes et beaucoup de femmes sont brisées dans leur élan par la charge mentale. Je n'ai pas le temps, je dois m'occuper de l'intendance domestique. Je dois. Mais comment vous arrivez à justement faire le lien avec les deux? Comment vous arrivez à ce sujet et pourquoi n'avez-vous pas traité la charge mentale dans sa de façon pourquoi globale des femmes, en fait? Oui, merci de me demander la précision, Philippe. Pourquoi spécialement celle des femmes? Parce que je me préoccupe du soin aux vivants en général, la terre, et qu'il est connu depuis 100 ans dans le monde du marketing que les femmes sont à l'origine de 80% des décisions d'achat. Le marché, ce sont les femmes. Donc ma motivation, elle était là, délivrer les femmes. Parce que la charge mentale des femmes, comme la charge mentale en général, celle des hommes, celle des enfants, c'est un visage de l'aliénation collective dont nous faisons l'objet du fait de nos conditionnements. C'est-à-dire que oui, vous l'expliquez très bien dans votre livre, vous partez en fait d'un déroulé historique en expliquant que finalement les marketeurs qui sont en grande majorité des hommes ont compris finalement de quel côté, comme vous venez très justement de le dire, se trouvait la décision d'achat. Et comme vous faites le lien avec les modifications, des modalités de consommation des êtres, vous avez fait le lien directement avec la femme, puisque c'est la femme, en règle générale, ce sont les femmes en général qui font le choix de la plupart, on va dire, des achats familiaux. Oui. Mais aujourd'hui, parce que par exemple, vous insistez par exemple sur la voiture. Oui. Il y a 20 ans, c'est pas les femmes qui faisaient le choix du modèle de voiture qu'on On est achetait. d'accord. Ça, c'est assez récent, cette prise C'est de décision. récent, oui. J'ai travaillé avec des chiffres récents, en effet. Mais c'est un travail d'ingénierie sociale, en fait. Ce que vous venez de dire, Nadia, c'est de l'ingénierie sociale qui a été mise en place à partir des années 1950, où on a vraiment mis le paquet sur les femmes.
pour les rendre dingues, en fait. L'idée, c'est de les rendre dingues en les imprégnant de l'idée qu'une femme parfaite, on rêve toutes d'être des femmes accomplies, bien entendu. Une femme parfaite, c'est une femme qui va s'occuper de son foyer, très bien. D'ailleurs, toutes les images de maison qu'on voit, c'est des images nickel sur Instagram, etc. Et donc, c'est un fameux défi pour la femme lambda, entre guillemets. Les maisons Ikea, comme vous dites. Voilà, les maisons Ikea. Je perds le fil de ce que je voulais dire. Comment justement on a vendu... L'objectif était de rendre dingues les femmes. Oui, de rendre dingues les femmes. Et donc, on est tellement sous pression qu'au niveau du système nerveux, il y a des déclenchements pas sympas qui se déroulent. On est hyper stressé. Et quand on est sous stress, on est comme une bête aux abois. Alors, on va se mettre à avoir des comportements erratiques et notamment, on va maltraiter ses proches. On va maltraiter ses enfants, son conjoint. Ce qui n'est pas sympa à dire, mais et en tout cas, on va se rabattre sur du matériel, la consommation, la gestion du quotidien, la gestion des objets, la manutention des objets au détriment des liens. Il y a cette petite phrase de Pierre Rabhi qui disait qu'on tend à privilégier actuellement les biens au détriment des liens. Et c'est vraiment ça, mais c'est un façonnage en fait, c'est un façonnage de l'idéologie capitaliste patriarcale. Alors justement, vous dites, dans la définition de la charge mentale, vous précisez qu'elle apparaît particulièrement chez les femmes qui deviennent mères. Oui. Donc avant, il n'y aurait pas de charge mentale. Ce n'est pas qu'il n'y en aurait pas, puisque les célibataires s'en plaignent aussi, les enfants aussi, les hommes aussi. Donc, mais c'est toute société, pas seulement la société où nous sommes, donc pas seulement la civilisation capitaliste patriarcale qui est la nôtre, toute société sécrète des récits, sécrète des mythologies, qui sont des scénarios qui nous sont instillés depuis la petite enfance et qui vont nous paraître comme normaux. C'est l'idéologie en fait. C'est notre impensé collectif, ce sont nos évidences collectives. Et ces récits, on va les épouser, on va en faire nos scénarios de vie. Donc des éducations finalement qui favorisent et qui accentuent les stéréotypes de genre. Notamment les stéréotypes de genre. Et donc ces récits, ils flottent un peu dans l'air. Et quand, surtout actuellement, moi notre couple s'est formé à la fin des années 70, années 80, on était un couple très moderne, éveillé, etc. Et je n'ai pas souffert de charge mentale parce que la charge mentale est un phénomène tout à fait récent. Et ça coïncide avec quelque chose de précis qui est l'avènement du web en fait. Mais donc, les femmes chopent la charge mentale qui flotte dans l'air, c'est pas la charge mentale, c'est l'identité de la ménagère en fait. Et de l'identité de la ménagère découle la charge mentale. Alors justement, vous détaillez ça très bien dans votre livre. La charge mentale, me semble-t-il, a toujours existé, seulement on en prend conscience maintenant et on l'a dit. Les femmes étaient plutôt dans une espèce de résilience. La ménagère des années 50, elle était résiliente finalement. Oui, elle était résiliente. Et puis dans les années 50, c'est le moment où on a instauré cette mythologie. Mais il y a quelque chose de différent qui rend possible qu'on parle de charge mentale maintenant. Je vous assure que moi, je n'en ai pas souffert, mais les personnes autour ne se plaignaient pas comme ça, c'était pas pareil. Et moi, je suis persuadée, pour moi, la clé, c'est l'avènement du web et de tous les médias qui font que les femmes de maintenant sont sous influence. C'est-à-dire, c'est le martelage idéologique. Des 24 normes. heures, oui. 24 heures sur 24. Elles sont tout le temps avec les notifications de leur GSM. Il y a aussi une autre modification sociétale, me semble-t-il. Pareil, vous le soulignez dans votre livre. C'est que la femme, enfin, nos sœurs d'antan étaient des ménagères, étaient étiquetées en tout cas comme des ménagères. Maintenant, nous sommes alors, c'était très binarisé, il y avait les travailleuses et les ménagères. Maintenant, on cumule les deux. On est des travailleuses ménagères. Oui. Donc, est-ce que ceci aussi n'expliquerait pas, au-delà justement du martelage médiatico-numérique? Si.
Parce cette que évolution. la personne qui a écrit ce bouquin, en fait, qui est Betty Friedan, et le livre s'intitule La femme mystifiée. Alors 1963, donc Voilà. c'est quand même, c'était il y a 50 ans ou 60 ans C'était quand il y a même. 50 ans. Et elle était visionnaire, du coup. Et elle était, donc la femme mystifiée, ça décrit en fait, et je pense qu'elle ne connaît pas le concept, donc elle ne dit pas qu'elle décrit un phénomène de manipulation des foules en fait. Et donc ça date de 1950, de 1963. Ça décrit une étude qui a été menée dans les années 50 et elle dit, donc elle montre bien ce clivage entre la femme éduquée, la femme qui a fait des études et qui, de ce fait, constitue un couple plus âgé, plus mature, où les époux s'épaulent mutuellement, elle a le soutien de son époux. Et justement, il y avait des études qui avaient été faites à l'époque où la propagande disait « mais ce sont des mal baisés, quoi, hein, ce sont des frustrés, ce sont des... Ça, c'était les féministes. Non, c'était c'est la propagande. C'est ce qu'on disait des féministes. Oui. C'était la propagande. Elle n'était même pas féministe. La propagande disait que voulait dissuader les jeunes femmes de faire des études, puisque l'objectif c'était d'en faire des ménagères, de les envoyer dans le foyer. Et donc tous les acquis des suffragettes, des féministes du début du XXe siècle, on a essayé de mettre tout ça à mal, de dire mais elles sont nulles, ce sont des viragos, elles ne sont pas féminines, d'ailleurs elles n'ont même pas d'orgasme. On dirait des butch maintenant. C'était de la propagande parce qu'en fait il s'est avéré... Des butch, Nadia, pour tout le Je monde. connais pas ce mot-là. Non, c'est pour ça, je sais, comme je sais que vous ne connaissez pas, j'ai vu votre tête, donc Nadia... C'est la définition, c'est exactement, c'est un synonyme de virago, c'est-à-dire des femmes masculinisées. Voilà. Et or, d'autres études, des vraies, ont été menées pour indiquer que comme elles formaient un couple plus mature avec leur conjoint, c'était une relation beaucoup plus d'égal à égal, avec beaucoup plus de consentement dans les échanges, et qu'au contraire, elles connaissaient de beaux orgasmes. Et donc, l'idée, c'était, la propagande, elle a fait en sorte de convaincre les jeunes femmes que les études, c'était nul. Et donc, à cette époque-là, Betty Friedan, en menant son enquête, a trouvé beaucoup de jeunes femmes autour de 19 ans sur les bancs de la faculté avec des tricots et des crochets, juste pour être là et se trouver un mari. Voilà, c'est un sujet dont on parle depuis une dizaine d'années environ. On parle de la charge mentale ce matin avec Nadia El Bouga et notre invitée qui s'appelle Patricia Mignone et qui publie La charge mentale des femmes, de l'effondrement au sens. Vous expliquez dans votre livre que la réponse au problème de la charge mentale se trouve dans les liens perdus, pour reprendre le titre d'un livre de Johann Hari, qui lui-même, et c'est grâce à lui que vous tombez sur Betty Friedan, qui a écrit ce livre en 1963. Et vous dites que finalement, ce livre est d'une modernité incroyable, puisqu'il reprend aujourd'hui tout ce qu'on peut dire sur cette charge mentale, en fait. Exact. Et donc, Betty Friedan, à la fin de son bouquin, elle disait, mais je souhaite que les femmes, à l'avenir, fassent des études pour être délivrées de cette emprise du mythe de la ménagère. En fait, c'est le mythe de la féminité. C'est ça. Parce qu'on n'aurait jamais acheté, évidemment, le terme ménagère. C'est ça, en fait, comme vous le dites très justement, vous parlez du mythe de la féminité, c'est-à-dire finalement ces archétypes de la bonne mère, de la bonne femme, celle qui répondrait à tous les critères normatifs que l'on connaît et qui sont justement martelés par les médias. Exact. Et le truc, c'est que cette mythologie-là, elle orchestre la soumission des femmes. Alors, on pourrait me dire, ouh, là, mais avec quel terme vous vous amenez? Mais c'est la soumission des femmes beaucoup plus au système qu'aux hommes. Alors oui, justement, c'est un élément très intéressant. Alors, nous avons déjà invité Manon Garcia ici, lors de la sortie de son livre. Donc c'est un sujet qu'on a traité. Vous reprenez justement son développement, qui est le fruit de sa thèse, où elle explique que finalement, il n'y a pas tant de domination que de soumission. C'est quand même discutable. C'est-à-dire que oui, effectivement, il y a une soumission, mais une soumission dans un système qui reste quand même dominant, en tout cas qui donne le pouvoir d'un côté. Oui, mais
Moi, je travaille avec des vraies femmes. Donc, Philippe a bien fait de souligner que je faisais de la microsociologie. Je travaille avec des vraies femmes. Et parce que vous défendez de faire de la sociologie quand même. Hein. Oui. Bon, c'est un autre débat. Mais avec des vraies femmes, c'est-à-dire parce que c'est un livre d'enquête que vous avez mené et d'entretien. Hein, oui. Tout à fait, tout à fait. Et donc des femmes que vous accompagnez. C'est les femmes que j'accompagne, mes étudiantes, mes coachées. Et donc, j'ai pu discerner dans un quotidien vécu réel les modalités quotidiennes de la soumission. Et donc, en tant que femme, s'il y a domination, si des gens sont formatés pour la domination, en face, il y a forcément des gens formatés pour la soumission. Oui, ce sont des corollaires. Oui. Ce sont des corollaires. Et donc, les modalités de la soumission, on ne s'en rend pas compte tellement on en est imprégné via notre éducation. On a vu nos mères, nos grands-mères se comporter comme ça. Sauf que vous donnez un exemple concret, je parler de votre exemple. Vous dites, vous avez traversé le monde du travail, vous étiez enseignante et vous avez aussi connu le monde de l'entreprise, me semble-t-il. Et vous expliquez que vous aviez totalement les compétences pour accéder à un poste pour lequel on a mis un homme, finalement. Expliquez-moi là où est votre soumission, si ce n'est pas un acte de domination là qui vous exclut. Oui, je suis d'accord. Je ne peux pas contester ça. Mais c'est plutôt mon intention en travaillant sur la charge mentale comme je le fais encore actuellement, c'est plutôt de responsabiliser, de donner, même en tant qu'enseignante, j'ai toujours été émancipatrice. Donc je cherche à indiquer aux personnes, regarde là, regarde ce qui se passe. Est-ce que tu ne pourrais pas reprendre ton pouvoir ? Regarde, notamment parmi les choses qu'elles font, c'est aller au-devant des besoins. Et après, elles disent des besoins, au sein de la famille, hein. Après, elles disent, oh, comme ils sont ingrats, je fais ça naturellement. Non, ce n'est pas naturel, c'est culturel. Quand on est petit bébé et on ne sait rien faire. C'est un apprentissage. Donc tout ce qu'on sait faire, on a appris à le faire. Et donc on a été conditionnés à la soumission, les filles, on s'efface, etc. Et ce qui se passe aussi, et ça c'est ce sur quoi je travaille maintenant, je l'ai peut-être mentionné à l'état embryonnaire dans ce livre, c'est que de génération en génération, on se transmet des blessures parce qu'on a tous été abusés dans notre enfance. Et donc, on a tous un mode de communication, spécialement de communication affective, qui est fragile. Et donc, sans le vouloir, avec tout l'amour du monde, on se brise mutuellement, de génération en génération. Et ce faisant, on fait le lit de la soumission. Et donc, on sert le modèle. Donc, le modèle, il a besoin des femmes de deux manières. Le giron des femmes permet de produire des petits soumis et des petits dominants, puisque le système patriarcal, le propre du système patriarcal, c'est justement la domination-soumission, c'est la hiérarchie, c'est les rapports hiérarchiques. Et le propre du capitalisme, c'est la réification, c'est traiter tout le vivant comme des objets. Des objets. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc oui, c'est important que vous puissiez l'expliciter parce que on pourrait penser que finalement, une fois de plus, on jette l'opprobre sur les femmes. Pas du tout. Alors qu'en réalité, et vous l'avez dit, le mot-clé, me semble-t-il, et moi, il m'a totalement parlé, c'est la responsabilité. C'est prendre finalement sa vie et son destin en main. Voilà. Et c'est voir en quoi des actes, des paroles qu'on profère, etc., l'incidence que ça a. La responsabilité, c'est oui, j'ai eu ce comportement, et là, il faut bien faire une différence entre culpabilité et responsabilité. On n'est pas dans un contexte punitif. L'idée, c'est simplement d'enregistrer, oui, ce comportement-là, il induit chez eux des comportements qui me mettent en colère, ça me rend agressif vis-à-vis d'eux, ça les rend agressifs, et on est parti. Et donc, ce que vous proposez, au-delà, donc une fois que la femme a conscientisé, vous dites que c'est pas suffisant de prendre conscience, parce que finalement, être conscient, ce n'est pas se transformer. Vous proposez une co-responsabilité. Oui. C'est-à-dire que... Une co-responsabilisation. Co-responsabilisation, oui. L'idée, c'est, je reviens avec ma phrase de tout à l'heure, c'est on a appris, ce modèle capitaliste patriarcal nous a appris à privilégier les objets, les biens au détriment des liens. Et on a tous reçu, parce que nos parents, nos ancêtres ont traversé des guerres, etc., où on a été traités comme des objets pour être
Hein, quand on est à la cave de la pyramide de Maslow, on vise juste à rester en vie. Donc la pyramide des besoins. Pyramide des besoins. On vise juste à rester en vie. Et donc les liens, là, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, ce que je constate, c'est que dans beaucoup de familles, dans beaucoup de couples où la femme se plaint de charge mentale, les liens sont pauvres, la communication est pauvre. On peut aller, peut-être que vous l'avez interrogée, Colline Charpentier, sur la charge mentale des femmes. Elle a un compte Instagram qui s'intitule Ta pensée à. C'est une communauté où elle invite des femmes à témoigner de la façon dont elles vivent la charge mentale, et systématiquement, elles se plaignent, et puis elles se plaignent du conjoint. Elles ont une horreur à dire du conjoint. Ça a été induit par Emma. C'est l'illustratrice qui a justement mis au goût du jour, enfin en tout cas qui a mis un éclairage sur ce concept de charge mentale. Et c'était important qu'elle le fasse, parce que ça a braqué les phares sur la problématique. Maintenant, moi je préconise d'arrêter d'accuser les hommes, parce que les hommes sont super blessés par leur éducation, parce que notamment les mères avec les blessures qui se révèlent souvent quand l'enfant arrive. Souvent, les enfants envoient les parents chez le thérapeute. C'est l'enfant qu'on amène chez le thérapeute, et puis derrière, c'est le parent qui va s'asseoir chez le thérapeute. Et donc, c'est avec tout l'amour du monde, avec un désir immense de bien faire, eh bien, on blesse nos aînés, malgré soi, parce qu'on est traversé par des choses qu'on ne connaît pas, qu'on n'assume pas. Et donc, c'est important avec humilité, de se rappeler ce pourquoi on s'est unis, de se rappeler que, ah oui, quand on n'est pas énervé, il y a plein de choses à faire pour se calmer. Quand on n'est pas énervé, on se rappelle qu'on s'aime. On se rappelle qu'on s'aime. Tous, alors que quand elles sont hyper stressées, mais elles haïssent leurs conjoints et leurs enfants. Et des divorces ont lieu parce qu'on n'est pas arrivé à revenir à l'essentiel. Alors, vous soulevez aussi justement un autre point, comme on est dans la famille, un autre point qui est mis en relief avec ce concept de charge mentale, c'est l'hyperparentalité. Oui. Et donc, je dirais même finalement maternité. Oh oui, merci de idéal, préciser. Oui. Merci de préciser, parce que pourquoi mettre le paquet comme ça sur les femmes aussi, parce que j'ai vraiment l'air d'accuser, et c'est pas du tout l'intention. Donc, les personnes qui nous écoutent, je vous suggère de respirer, de boire un verre d'eau, etc. Et de réfléchir à ce que je dis, à ce qu'on dit. Vous dénoncez et vous solutionnez. Enfin, en tout cas, vous proposez des solutions. On en parlera après. C'est moins dénoncer que désigner. Oui. C'est moins négatif. Oui. C'est pas la même chose. Et... j'ai oublié la question. L'hyperparentalité, voilà. Donc, et l'hypermaternité, voilà. De fait. Et on a l'hyperparentalité, à mon avis, par euphémisme, en fait. Pour éviter de nouveau mettre le projecteur sur la femme, de nouveau avoir l'air d'accuser. Les personnes qui écrivent et qui parlent ne veulent pas ça. Ne veulent pas que des hordes de féministes enragées débarquent. Alors qu'il faudrait dire l'hyper-maternité, tout simplement parce que, à l'heure actuelle, les chiffres indiquent encore que ce sont les femmes qui éduquent les enfants à 80%. Et Isabelle Filiosa me disait même que quand l'enfant arrive, le père arrive une demi-heure en retard du travail, une demi-heure plus tard que quand l'enfant n'était pas là. Et donc, oui, il y a plein de névroses qui prennent leurs racines dans le rapport à la mère, mais pourquoi ? Parce que le père n'est pas là, quoi. C'est ça le truc. Et Freud, il a bâti toute sa théorie sur une stigmatisation de la mère, de la femme, mais c'est parce que les pères ne sont pas là. Alors la question, c'est pourquoi les pères ne sont pas là. Ce système justement que les féministes dénoncent, et les féministes ne sont pas là pour combattre les hommes, mais pour combattre un système, rappelons-le quand même, ils sont eux-mêmes victimes de ce système-là. Oui, ils sont victimes finalement, quelle place leur est laissée. Exact. On parlait tout à l'heure de l'identité de la ménagère. C'est tellement intériorisé que la cuisine, l'intendance, le foyer, c'est le fief des femmes. C'est chez moi. Tu ne me l'enlèveras pas, c'est à moi. Et donc,
par tradition, j'ai dialogué avec beaucoup de jeunes actuels, hein, pas des vieux jeunes. Il y a plein de jeunes actuels qui partent, qui quittent le foyer, qui vont à l'université, qui se retrouvent seuls, qui sont des manchots intégraux. Les garçons, mais certaines filles aussi. Parce que la mère considère que la chose domestique, quoi, c'est trop... c'est vil. Ce n'est pas à leur hauteur. Il ne faut pas qu'ils se commettent avec ce genre de choses sans intérêt. Les minutes, ils en ont besoin. C'est un droit. On a droit à l'autonomie. Hein? Et donc, ce qui se passe, c'est que, là, c'est plutôt de génération en génération, en général, les garçons sont réputés, on observe que les garçons sont plus agités que les petites filles. Et donc, ce que j'ai déjà observé, mais que d'autres femmes m'ont confirmé, c'est que quand le petit garçon s'agite, on lui dit « Arrête, assieds-toi, attends qu'on te dise que faire. » Et bizarrement, chez les féministes qui se plaignent, Emma, etc., elles se plaignent du fait que leur conjoint attend qu'elles leur disent que faire. La charge mentale ce matin avec Nadia El Bouga et son invitée Patricia Mignone qui publie La charge mentale des femmes, de l'effondrement au sens. Et si je peux me permettre un mot ce matin, vous, Patricia, parlez des travaux d'un philosophe algérien, Mohamed Taleb. Alors, il explique cette philosophie de l'âme du monde et comment lui, il explique ce manque de lien dont vous parliez tout à l'heure. Oui. C'est le manque de lien dont parle aussi Johann Hari, en fait. C'est la question de... D'abord, il faut replanter ça un peu en contexte. C'est au XVIIe siècle, on assiste à l'avènement du capitalisme. Et le capitalisme, le matérialisme, le rationalisme dont on est si terriblement imprégné ici en France, malheureusement, qui empêche beaucoup de choses. Et cognitivement, épistémologiquement, quand on ne mentionne pas quelque chose, ça n'existe pas. Ça ne fait pas partie ni de notre système de représentation, ni de notre capacité de percevoir. Ce qui n'est pas nommé, on ne le perçoit pas. Et donc, l'âme du monde, c'est une représentation, c'est une allégorie qui représentait tout ce qui fait lien. C'était elle organisait l'harmonie dans le monde, la beauté. Et en fait, avant le XVIIe, les gens se représentaient la réalité, le réel, comme ayant une dimension matérielle, mais liée aussi à une dimension symbolique. Et ils n'avaient pas une vision duelle, c'était un ensemble. Donc ils voyaient des signes un peu partout. Et non seulement des signes, mais aussi ils étaient imprégnés d'une forme de douceur. Voilà, c'était le lien. Elle était l'organisatrice des liens. Bon, faut googler Mohamed Taleb. Chose maintenant qu'on folklorise en Occident, parce que c'est quand même cette notion que vous étayez dans votre livre, elle existe encore dans les cultures traditionnelles. Exact. Cette dimension, cette question du monde invisible, de l'impalpable, de l'intangible, est prégnant dans d'autres cultures que les cultures occidentales. Oui, mais alors dans l'univers de Taleb, et j'adhère totalement, c'est un petit peu l'esprit de la permaculture en fait. La permaculture fait lien entre tout. Et justement, quand avec mes étudiantes, là maintenant, j'en viens vraiment, je leur dis, mais les filles, la clé, c'est l'amour, quoi. L'amour. Et donc, il y a une série de choses à faire pour être capable de revenir à l'amour. Et ici, je trouve fort intéressant qu'au cours des dernières années, on est fort évolué en matière d'études du fonctionnement du cerveau, du système nerveux, etc. Parce que moi, j'aime beaucoup donner de l'information. C'est le point de départ pour le changement, ça. Et en fait, on a l'impression, parfois, des personnes nous disent « Oui, c'est ma nature, je n'y peux rien, je suis comme ça. » Mais c'est pas vrai, on peut changer beaucoup de choses à ces comportements. Et notamment, si on se calme. La question, c'est celle du temps. Il faut se donner un peu de temps pour... D'abord, cognitivement, se rappeler, mais c'est mes enfants, quoi. Et au lieu de mettre tout le temps l'accent, parce qu'on a une tendance au pessimisme, qui est une tendance de nouveau conditionnée par notre système nerveux, par notre cerveau.
On a toujours tendance à anticiper le risque, etc. Bon, je me calme, j'arrête avec ça et je fais une petite liste de moments précieux avec mes enfants, des moments où mon conjoint, où j'ai été heureuse, satisfaite, j'étais heureuse d'être mère. Alors quand vous dites prendre le temps, parce que c'est précisément ce que les femmes qui parlent qui subissent la charge, qui parlent de leur vécu de charge mentale, en tout cas ce que la charge mentale implique, elle dénonce ce manque de temps. Oui. Donc, vous parlez justement de... vous ne les nommez pas comme ça, mais on en a suffisamment parlé au cours de nos émissions, c'est la slow attitude, finalement. Oui. Slow food, slow sex, prendre le temps de... Mais la slow attitude, elle n'est pas possible directement. Donc le zéro déchet, etc., tous ces mouvements, ça c'est mon point de départ. Vegan, zéro déchet. Donc tout ça, on ne peut pas le faire quand on est comme ça accablé, quand on ploie sous cette chape. Quand on ploie sous cette chape, et on revient à cette mythologie, à cette identité de la ménagère. Une bonne mère doit se sacrifier. Il faut arrêter avec cette mythologie. C'est ça le truc. Donc il faut arrêter, c'est un conditionnement. On a été conditionnés, les femmes, là je dis encore une horreur, on a été conditionnés au masochisme. Une femme doit se sacrifier, une femme doit tout faire pour tout le monde, une femme doit se faire passer en dernier lieu. Conclusion, elle ne fait jamais rien pour l'abnégation complète. L'abnégation totale. Et puisque j'ai dit que le capitalisme, la modalité principale du capitalisme, c'est la réification, en fait, interrogez-vous les filles. Regardez comment vous pensez ce que vous vous racontez à propos de votre conjoint et de vos enfants. Vous pensez pour eux. Vous prenez des décisions pour eux. Vous ne leur demandez pas leur avis. Ils ne demandent qu'à coopérer. Et quand on le fait avec mes étudiantes, mais waouh, les enfants se rendent compte tellement vite de l'intérêt qu'ils ont à coopérer. Parce que pendant qu'ils coopèrent, s'ils coopèrent, on fait en 2-3 heures ce que maman fait en 8 heures. Elle est fâchée, elle est en colère, et sa disponibilité n'est que d'apparence, puisqu'elle est en colère. Alors, vous donnez un exemple concret dans votre livre j'ai plus le nom de la personne, d'une femme justement que vous accompagnez et qui arrive finalement enfin à créer cette cohésion familiale, à co-responsabiliser tout le monde. Donc le ménage se fait tout seul. Oui, exact. Voilà. Terrible. Et elle se retrouve comme ça avec cette cuisine constamment rangée. Oui. Et ne sachant plus quoi faire. Et là, vous mettez le doigt sur finalement la notion de vide existentiel, qui rejoint ce que Philippe a soulevé tout à l'heure. C'est cette notion finalement de lien à rien au final. Ah oui, c'est super important ça, ce que vous soulignez là, parce que c'est la clé. C'est en fait, en réfléchissant sur le sujet, parce que je trouve qu'il est tellement précieux, l'âme du monde, c'est l'amour. Et c'est la colle, en fait. C'est la colle magique entre tout. Et pour ceux qui sont dans ce genre d'environnement de référence, c'est Dieu, en fait. C'est Dieu. Mais aimer, ça s'apprend ? Ça s'apprend. Comment ? Mais on apprend à s'aimer soi, d'abord. C'est s'aimer soi, les femmes ont peine à admettre que... et pourtant, c'est quelque chose qui est très, très... très populaire aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons. La mère, elle fait la pluie et le beau temps dans sa famille. Et donc, c'est super important qu'elle prenne soin d'elle, et elle va commencer, ça c'est ma clé, c'est ma porte d'entrée, on va commencer à prendre soin de soi en renouant avec ses passions, avec ce qui nous faisait vibrer quand on était jeune, etc. Et donc cette histoire de vide existentiel, oui, cette société, cette civilisation, elle nous a privés de ce qu'on a de plus précieux, de notre moteur intérieur, qui est, c'est l'amour de soi, être pleine de soi. Et c'est ce que je lui ai dit. Tu dois te remplir de toi, de l'amour de toi, de ce qui te comble. Donc ça va passer par des choses matérielles, pratiques. Mais là, ça va être, on va entrer dans ce qu'on appelle maintenant souvent l'ancrage. Ancre-toi dans les stages de développement personnel. On va s'ancrer, mais qu'est-ce que ça veut dire ? S'ancrer, c'est faire des choses concrètes qui nous rappellent qu'on est vivant. Vous expliquez comment l'économie de masse
ne travaillent pas pour les femmes. Pourtant, il y a les micro-ondes qui font gagner du temps, Oui. les barquettes toutes prêtes, le lave-vaisselle, les robots ménagers, enfin plein d'aides. Le prêt à... Le prêt à tout d'ailleurs. Ouais, c'est Oui. ça, le prêt à manger. Ouais. Pourquoi l'industrie ne travaille pas pour les femmes et surtout pas pour les aider et leur faciliter la vie? Mais non, l'industrie, c'est-à-dire que cette mythologie de la féminité, elle a été commanditée par le monde corporate qui installait justement la société de masse et l'économie de masse, la consommation de masse, etc. Et l'idée, c'est vraiment d'aliéner les gens en les entretenant dans l'illusion que, comme disait si magnifiquement Alain Souchon, le bonheur, c'est d'avoir. Et on se rend compte que plus on possède, plus on accumule Dans full sentimental. un full sentimental. On n'est pas heureux, ça rend pas heureux. Mais la machine à laver, c'est quand même pratique. Oui, c'est pratique, je ne dis pas le contraire. Mais la finalité, ce n'était pas de rendre service. La finalité, c'est vraiment de cette société-là. De consommer. De consommer, c'est la consommation. Et il y a une espèce de frénésie, on s'en rend bien compte, notamment avec les jeux comme Candy Crush Saga ou les réseaux sociaux. Hein. Ce sont des jeux qui sont faits pour susciter constamment des déclenchements de dopamine, je pense. Hein. Dopamine, et ça rend addict. Et on croit toujours que en achetant des trucs, en interagissant par la médiation d'objets, ça va nous consoler en fait. Et ça change rien du tout. Alors que finalement, cette dite ménagère travailleuse actuelle, lorsque elle va se ruer sur le dernier Thermomix, je fais pas de la pub, pour voilà. Ça change la vie quand même. Ouais, On est d'accord, Patricia, pense le qu'elle va Thermomix, gagner- ça change la vie. pense qu'elle va gagner du temps. Pendant le ramadan, là, vous faites tout. Vous faites entrée, plat, dessert Au Thermomix. au Thermomix. Bon, déjà, vous êtes soulagé, ça coûte une blinde. Hein. C'est vrai. Donc finalement, on vend vend-on du rêve On vend des illusions. C'est vrai que ça fait gagner un temps précieux, un Thermomix. Mm. Franchement, quoi. Bon, Oui, mais il faut voir à quoi on consacre le temps qu'on va gagner. C'est ça. Parce qu'alors, il y a la culpabilité qu'on n'a pas encore mentionnée. La femme doit consacrer tout son temps à la chose domestique. Et elle, dans l'état de stress où elle est, hein, après, si elle vient me trouver, elle va tout à fait changer de point de vue. Mais ce temps, elle ne peut pas le garder pour elle. Elle ne peut pas en faire quelque chose pour elle, même si son conjoint et ses enfants. Et d'ailleurs, lui elle ne disent. sait plus Et non. comment faire pour le remplir Non. finalement, parce que vous le dites, lorsque ce temps se libère, bon, allez, imaginons que ce Thermomix nous libère Oui. du temps, finalement, elle ne sait plus quoi faire du temps restant, Non. et là commence la dépression, pour Oui. certaines. bon, on l'a cité 3 fois. J'espère que Thermomix va au moins nous en envoyer un, hein, vu la pub qu'on lui a faite. En plus, gratuit. Patricia Mignonne, je rappelle que votre livre s'appelle La charge mentale des femmes de l'effondrement au sens. On le trouve où, votre livre, Patricia? Oh, sur Amazon et chez les libraires. Très bien. Et vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci Yes. Patricia, merci Nadia d'avoir été Merci, avec Philippe. nous. Merci, Nadia. On se retrouve mardi prochain.